Chevilla. C'est bon. Bien, bon. 1, 2. C'est bon? Tout le monde m'entend bien? Bon, c'est parfait. Bonsoir à toutes et à tous. L'ouverture de la séance du conseil municipal du 21 octobre est faite. Le quorum est atteint. Nous avons 3 absents et donc 3 pouvoirs. Monsieur Brequeville m'a donné pouvoir. Monsieur Chevilla a donné pouvoir à Monsieur Varlet. Et Madame Dina Gomez a donné pouvoir à Madame Avril. Madame Bento, comme d'habitude, souhaitez-vous être secrétaire de séance? Merci Madame Bento. Bien évidemment, le présent conseil ayant été organisé dans le cadre réglementaire imposé par la démission d'un adjoint, ce délai n'était pas suffisant pour présenter au conseil le procès-verbal du 27 septembre, puisque nous avions que 15 jours pour, suite à la démission validée par le préfet pour organiser ce conseil. Il le sera donc lors du prochain conseil, en même temps que le procès-verbal de ce conseil qu'on peut dire extraordinaire. Nous allons procéder à l'ordre du jour. Premier point, il s'agit de déterminer le nombre d'adjoints au maire et fixation de l'ordre des adjoints. Donc la préfecture a validé en date du 11 octobre la démission de Monsieur Chevilla, ainsi que la démission du 3e adjoint rendue définitive au 15 octobre de Monsieur Padeloup. Aussi, il convient d'acter la préservation du nombre d'adjoints au sein de la commune et de déterminer l'ordre des adjoints dans le cadre de ces remplacements. Considérant que des démissions ont pour effet de rendre vacants les postes de 1er et 3e adjoint, considérant qu'il convient donc de se prononcer sur la nouvelle détermination du nombre d'adjoints et de déterminer les rangs qu'occuperont les nouveaux adjoints dans l'ordre du tableau, il est proposé aux membres du Conseil de conserver le nombre de 5 adjoints, de décider que les nouveaux adjoints occuperont les mêmes rangs que les postes vacants dans l'ordre du tableau, donc 1er et 3e. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui est simple? C'est bon pour la vidéo d'ailleurs? Je n'ai pas demandé. C'est bon? Du coup, qui est contre? Oui, Monsieur Pinchot. Je crois que nous avons collectivement décidé de ne pas prendre part au vote. D'accord, donc vous 4, d'accord, vous ne prenez pas part au vote. Et le suivant, sans doute, puisque le suivant, c'est le vote. L'élection des 2 nouveaux adjoints. Voilà. Donc, OK. Donc nous noterons que pour les 2 premiers points, la minorité ne prend pas part au vote. Très bien. C'est noté. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point numéro 2, élection de 2 nouveaux adjoints. Il est rappelé qu'en cas d'élection de plusieurs adjoints, ceux-ci sont élus au scrutin de liste, scrutin secret à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Les listes présentées doivent comporter 2 noms de conseillers municipaux, hormis le maire, de sexe masculin uniquement, avec indication d'un ordre. Afin de pouvoir préparer les bulletins sur ce scrutin, il est demandé que les listes soient déposées auprès du secrétariat du maire au plus tard mercredi 20 octobre à minuit. À défaut, les listes peuvent être déposées auprès du maire lors de la lecture de ce point, sous réserve que les candidats fournissent les 27 bulletins réglementaires dûment remplis sous format A5 sur papier blanc. L'équipe majoritaire, et vous l'avez sur table, a proposé une liste qui est l'ordre suivant. Premier adjoint, M. Arnaud Padeloup, et donc 3e adjoint, M. Jocelyn Marc. Y a-t-il d'autres conseillers municipaux qui souhaitent déposer une liste? Non. Bien, nous allons devoir procéder au vote. Il me faut, pour procéder au vote, 2 assesseurs. À l'accoutumée, nous prenons le plus jeune, donc M. Alberstadt, et normalement le plus ancien, j'en suis désolé, M. Pinchot, même si vous ne prenez pas part au vote. Acceptez-vous d'être assesseur pour cette élection? j'accepte d'être le plus ancien. Je vous remercie. Du coup, je vais vous laisser. Donc, vous avez chacun sur votre table une enveloppe. Vous avez un papier blanc pour voter blanc et un papier avec la liste des adjoints. Donc, vous mettez dans votre ce que vous avez envie de faire, le cachet, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, nous allons passer, et je vais dire à voter. Alors, forcément, ceux qui ont un pouvoir votent 2 fois. À l'exception de la minorité qui ne prend pas part au vote, bien sûr. Je l'ai bien noté. Non, il faut mettre les 2 un par un. Donc, tu as 2 enveloppes à mettre. Ouais, en 2 fois.
Donc je vais le faire dans l'ordre pour éviter à notre DGS de courir partout. Je vais le faire dans l'ordre de la salle. Bien. Du coup, Madame Mouton. À voter. Madame Avril. À voter. Madame Gomez. À voter. Madame Anquetin. Pas facile. À voter. Monsieur Da. À voter. Madame Gall. À voter. Monsieur Varlet. Ensuite, qui vote pour Monsieur Chevilla. Donc les deux ont voté. Madame Pascucci. J'y arriverai jamais. À voter Monsieur Martin. À voter Madame Éloiry. À voter Monsieur Padelou. Moi-même. Et Monsieur Brequeville. À voter pour les deux. Madame Drouet. Monsieur Marc. À voter. Madame Imad a voté. Monsieur Alberstadt a voté. Madame Bento a voté. Monsieur Chabrier a voté. Madame Archambault a voté. Monsieur Planche a voté. Monsieur Bacraclic a voté et la minorité ne prend pas part au vote. On peut poser l'urne ici et je vais demander aux deux assesseurs de bien vouloir venir effectuer le dépouillement. Merci à notre directrice générale des services. Donc en théorie, nous devrions avoir 23 enveloppes. Ah pardon. Donc je confirme qu'il y a bien eu 23 enveloppes suite au dépouillement. Monsieur Padelou, Monsieur Marc. Nous en sommes donc, Thomas, bien à 3, c'est ça? Oui. Monsieur Padelou, Monsieur Marc. Monsieur Padelou, Monsieur Marc. Monsieur Padelou, Monsieur Marc.
Padou, Monsieur Marc. Monsieur 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 Padou, Monsieur Marc. Blanc. Monsieur Padou, Monsieur Marc. 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 Et le dernier. Surprise. Monsieur Padou, Monsieur Marc. Bien, messieurs les assesseurs, vous validez qu'il y a 22 bulletins pour Monsieur Padelou, Monsieur Marc et un bulletin nul. C'est ça. Un bulletin blanc, pardon. Blanc. Notre directrice générale de service va venir vous accompagner pour remplir le procès verbal. En attendant, je félicite donc Monsieur Padelou qui est élu premier adjoint. Bravo. Et Monsieur Jocelyn Marc élu troisième adjoint. En attendant que nous remplissons le procès verbal, je vais leur remettre leurs écharpes. Ah ok, pardon. Je laisse donc mon micro ouvert, sinon on n'a plus de son.
Désolé, c'est un peu long, mais nous devons remplir les procès-verbaux. Non, c'est comme ça. Bah ouais. T'as eu une Enedis ou pas? Par contre, t'as reçu un mail pour rue de la... Impasse des Ligneux. Impasse des Ligneux. Il y aurait un câble, je pense qu'il faudra appeler Enedis. Chemin des Ligneux. Regarde tes mails. Si, c'est sûr. De quoi? Sur ton mail d'adjoint, oui. Avant de continuer, est-ce que tout le monde a bien signé la feuille d'émargement? Et le parapheur est où? Si tu peux l'amener, Jade, s'il te plaît. Merci beaucoup. S'il y a des observations, réclamations marquées au procès verbal. Y a-t-il des observations, réclamations à indiquer dans le procès verbal? Vous êtes sûr? Il n'y en a pas. Je pense qu'il faut appeler Enedis. Non, c'est Enedis si c'est un câble téléphone. C'est quoi ces téléphones? Elle dit que c'est EDF. Ben c'est Enedis. Il faut rappeler l'astreinte d'Enedis. Ouais, Didier peut aller voir. Bah attends la fin, il y en a plus longtemps. T'appelleras Didier après le conseil pour lui dire qu'il aille voir. Et si c'est dangereux, il prend une photo, on appellera Enedis. C'est bon? Non, c'est fini. Monsieur Pinchot, monsieur Alberstadt, je vous remercie d'avoir effectué cet exercice. Oui, je peux signer. Bien, nous allons pouvoir continuer. Point numéro 3, indemnité des élus. Du fait de la démission et de l'élection de 2 nouveaux adjoints, il convient de mettre à jour le tableau d'attribution des indemnités des élus sans modification. Il est précisé que M. Chevillard reste conseiller municipal, mais il ne bénéficiera à ce titre d'aucune délégation pouvant ouvrir droit à indemnité. Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des répartitions des indemnités dévolues aux maires, adjoints et conseillers délégués, il est proposé au conseil municipal de fixer les indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués
Comme vous l'avez dans le tableau, il n'y a rien qui a été modifié. C'est pareil, et c'est juste qu'il faut le repasser en délibération. Y a-t-il des questions? Oui. M. Chevilla s'abstient. Enfin, il ne participe pas au vote, pardon, excusez-moi. Ah, pardon. Monsieur Chevilla ne participe pas au vote. Vous quatre non plus? Donc, Monsieur Chevilla et les 4 de la minorité ne participent pas au vote. Bien. On souhaite bienvenue au club à M. Chevilla, qui sera comme nous, sans indemnité. Donc on est des conseillers bénévoles et qui travaillent quand même à notre façon. Voilà. Il y a un problème. Merci, Madame Nold. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote à l'unanimité. Point numéro 4, conseil municipal exceptionnel, mais nous avons ajouté quelques petits points assez urgents, on en a profité. Point numéro 4, subvention profit d'une athlète de haut niveau, et je vais laisser Monsieur Martin rapporter ce point. Bonsoir, merci Monsieur le maire. La commune est sollicitée par l'une de ses administrées, Clara Pavlovic. Inscrite sur la liste des sportifs espoirs JO 2024 de la Fédération française d'athlétisme auprès du ministère des Sports, cette jeune sportive de 19 ans, championne de France aux 800 mètres, aux 10 km en 2019, sélectionnée en équipe de France pour les 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres et championne de France indoor sur l'épreuve des 800 mètres en 2021, recherche des partenaires pour parvenir à s'entraîner dans des conditions favorables à sa réussite. Clara Pavlovic s'engage en contrepartie de l'accompagnement de la commune à hauteur d'une subvention de 1 500 € à associer la ville de Mézières-sur-Seine à sa ville sportive. Moi qui lis le reste, ou c'est toi? Les considérants, vas-y. Aussi, considérant la volonté municipale de promouvoir les valeurs du sport, considérant la volonté municipale d'accompagner la jeunesse méziéroise à s'engager et à pratiquer des sports de compétition, considérant la demande de Madame Clara Pavlovic, son parcours, son palmarès et ses conditions d'entraînement, considérant que la ligne 65-74 du budget communal 2021 dispose de crédits suffisants pour satisfaire cette demande, il est proposé aux membres du Conseil d'allouer à Madame Clara Pavlovic une subvention de 1 500 € en vue de sa préparation sportive et plus particulièrement aux épreuves d'athlétisme pour les Jeux Olympiques de 2024 sur le budget 2021. Merci, Monsieur Martin. Je précise également que dans le compte-rendu qu'il y a eu de la commission vie associative associée, l'ensemble des conseillers municipaux, je dis bien l'ensemble avec la minorité présente, souhaiterait que cette subvention soit allouée tous les ans jusqu'à 2024. Nous le souhaitons aussi. Ceci étant, on l'alloue pour une première année et nous repasserons en délibération les prochaines années. Voilà, suivant ses demandes et suivant comment elle évoluera dans le monde sportif. Et je lui souhaite toute la réussite pour la préparation des JO 2024. Y a-t-il des questions sur le sujet? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 5, convention de participation avec EPON pour l'établissement France Service. Je vais laisser Monsieur Padelou rapporter ce point. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Comme évoqué lors des conseils précédents, la commune d'Épône a manifesté sa volonté de partenariat concernant la France Service, c'est le nouvel intitulé de la Maison France Service. Aussi, il est proposé aux membres du conseil de conventionner entre nos deux communes afin d'acter les conditions de cette participation. Donc, considérant la volonté des municipalités d'Épône et de Mézières-sur-Seine de travailler en collaboration au sein de la France Service pour servir au mieux les intérêts de leurs administrés, considérant que ce service est créé, localisé sur le territoire et porté par la commune de Mézières-sur-Seine, considérant dès lors qu'il convient d'acter des modalités de participation de la ville d'Épône au sein de ce service, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la convention de participation de la ville d'Épône à la France Service, portée par la commune de Mézières-sur-Seine, et d'autoriser Monsieur le maire à en exécuter les modalités. Je vous remercie, Monsieur Padelou. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur Pinchot. Oui, je voudrais poser une question puisque nous avons le projet de convention qui nous a été remis.
Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une coquille, mais je voulais m'assurer que M. Guy Muller avait été autorisé par délibération de son conseil municipal, parce que là, on a une date qui serait du 2 décembre 2021. Donc, comme nous ne sommes pas le 2 décembre 2021, je me posais la question de savoir si c'était une anticipation d'autorisation ou s'il y avait une coquille. Voilà, c'est dans le 2e paragraphe. Bien, merci Monsieur Pinchot de votre vigilance. En effet, c'est un projet de convention, ce qui signifie que, comme c'est à Mézières-sur-Seine, nous le votons en premier à Mézières-sur-Seine, puisque la moindre des choses, c'est que la ville accueillante soit au moins d'accord avec ça. Donc c'est le conseil municipal de Mézières qui accorde la signature de cette convention, à l'issue de quoi cette convention va être envoyée à Monsieur le maire d'Épône pour la passer en conseil municipal, de manière à ce que son conseil lui autorise. Donc la date du 2 va peut-être changer. Je ne sais pas quand organisera Monsieur Guy Muller son conseil municipal. Certainement le 2, mais bon, ça peut changer. En tout cas, voilà, c'est eux qui vont voter après. Comment ça? J'ai pas compris la question. Vous pouvez appuyer sur le micro pour parler. Ça fait pas un peu trop tôt pour nous de voter déjà avant le 2 décembre là? Bah, ça permet aussi d'affiner, ça nous a permis d'affiner la convention avec le directeur général des services d'Épône. Et puis, si Épône souhaite organiser son conseil municipal avant, ça peut être bien aussi pour nous. S'il le fait en novembre, c'est tant mieux pour nous. Alors que nous, notre prochain conseil, c'est fin novembre, ça pouvait être un peu tendu au niveau timing si Épône, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont véritablement faire leur conseil. Donc, on a essayé d'anticiper au mieux pour respecter le planning. Je vous rappelle que l'inauguration de la France Service, c'est début janvier. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet? Les locaux sont prêts. Si les locaux sont prêts, mais je fais confiance à nos services et j'espère qu'ils seront prêts. D'autres questions? Bien, nous allons prendre part au vote. Qui est contre cette convention et contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point numéro 6. Création d'un poste permanent, contrat de projet dans le cadre du dispositif conseiller numérique France Service. Je vais laisser M. Padelot rapporter ce point. Merci, Monsieur le maire. Par délibération en date du 5 juillet dernier, la commune a fait acte de candidature pour bénéficier du dispositif d'accompagnement des communes en vue du recrutement d'un conseiller numérique. Cette candidature a été validée par le Comité national de sélection, réuni le 28 juillet, puis notifiée à la commune par courrier en date du 20 août dernier. Des entretiens ont donc été conduits avec les candidats inscrits sur l'espace de l'Agence nationale de la cohésion des territoires dédiée. Au terme de cette procédure, une candidature a été retenue et il convient à présent d'encadrer les conditions relatives à ce recrutement non permanent. Considérant que l'acceptation du dossier de la commune de Mézières-sur-Seine pour le recrutement d'un conseiller numérique emporte nécessité de créer cet emploi avant le 28 octobre 2021 au plus tard, considérant qu'il convient donc de créer un emploi non permanent pour le recrutement d'un agent dans le cadre de ce dispositif et d'en définir les modalités, il est proposé aux membres du Conseil, article 1, il est créé un emploi non permanent dans la catégorie C afin de mener à bien le projet identifié suivant, dispositif conseiller numérique France Service selon les modalités précisées ci-après. Durée du contrat, 2 ans, soit du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2023. Le contrat pourra être renouvelé si le projet prévu n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, la durée totale des contrats ne pouvant excéder 6 ans. L'agent assurera les fonctions de conseiller numérique France Service à temps complet sur un emploi classé dans la catégorie hiérarchique C. La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération maximum de 350. Le régime indemnitaire sera déterminé en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Article 2. Le tableau des effectifs communaux est modifié en conséquence. Article 3. Il est inscrit au budget les crédits nécessaires à ce recrutement, si nécessaire par l'adoption d'une décision modificative.
Merci, Monsieur Padelou. Y a-t-il des questions? Monsieur Pinchot, allez-y. Oui, je voudrais des précisions sur la précipitation avec laquelle on a fait ce recrutement. Parce que France Service ouvre le 1er janvier, au mieux, et on nous dit qu'il y avait un impératif à recruter avant le 28 octobre. Oui, puisqu'il y a tout un temps de formation. Pendant tout ce temps-là, il part en formation. D'accord. Compte tenu de la convention, ça veut dire que à partir du 25 octobre, puisque son contrat commence le 25 octobre, il sera à la charge exclusive de la commune de Mézières-sur-Seine. Alors, oui et non, puisque je vous rappelle jusqu'en janvier. Je vous rappelle que le dispositif France Service, et notamment les conseillers numériques, sont indemnisés à hauteur de 50 000 € par l'État. Donc, nous avons 50 000 € pour le rémunérer pendant 2 ans. Voilà. Oui. Ce qui nous fait 25 000 € par an. OK. Mais le surcroît, s'il y avait un surcroît... S'il y avait. S'il y avait, d'accord. OK. S'il y a, ça risque pas d'être grand-chose. Je vous rappelle, c'est un catégorie C. Oui. OK. Alors, la deuxième question, c'est une question que j'avais posée en commission, d'ailleurs. Est-ce qu'on est certain d'avoir une occupation à temps complet de la nature de l'emploi que l'on recrute? Alors, on m'a dit que ce serait éventuellement quelqu'un qui viendrait en support de fonctions ou d'activités des services de la mairie et qui pouvait, disons, rendre service ailleurs. Parce que, moi, je ne sais pas combien de personnes vont venir demander un soutien, une assistance informatique pour les sites publics, mais a priori, j'imagine mal que ce soit un emploi complet, à temps complet, pour une commune comme celle de Mézières. Alors, et Pône également. Voilà, justement, pour vous répondre, autant je vous aurais dit oui si ça ne concernait que Mézières-sur-Seine, autant je vous dirais non, puisqu'on parle quand même d'un bassin de vie qui va de 11 à 15 000 habitants. Il est évident que les Épaunois viendront, et il est évident que des habitants de Jumeauville pourront venir, etc., etc. Ça reste un dispositif de l'État, c'est pourquoi on est aussi bien aidé et accompagné, puisque tous les habitants à proximité qui auront besoin d'une aide à la dématérialisation, mais aussi d'une aide pour remplir une déclaration CAF, pour faire une demande d'APL, pour remplir une déclaration d'impôt, et on va y arriver. Donc il y a nos seniors et nos jeunes. J'ai été surpris quand j'ai visité la maison France Service de certaines villes et d'apprendre qu'il y a des jeunes, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas fait de déclaration d'impôt. Et je pense qu'il y a des jeunes de Mézières qui sont concernés, mais il y a des jeunes d'Épône aussi qui sont concernés. C'est peut-être pas pour des problèmes informatiques, ça, mais bon, c'est peut-être autre chose. Ouais, il n'y a pas que, parce qu'on ne leur a pas forcément appris. Et c'est vrai que ça peut paraître difficile pour nous qui avons l'habitude maintenant, mais ça peut paraître difficile d'aller sur Internet et impôt.gouv.fr. Tout le monde n'arrive pas facilement. Voilà. Donc, je pense que le conseiller numérique, je vous l'accorde, du 1er janvier au 15 janvier, peut-être qu'il y aura un petit moment de flottement. Mais dès lors, elle sera inaugurée, qu'on aura fait une bonne communication autour, je suis convaincu qu'il aura beaucoup de travail. De toute façon, c'est une opération qui, j'imagine, va être suivie, où il y aura des indicateurs d'activité, où on pourra se faire une idée de la fréquentation et de l'utilité sociale de cet ensemble. En fait, dans le cadre de la labellisation France Service, on a un outil qui va permettre d'avoir une information précise sur ce que viennent chercher les habitants et dénombrer. Ils viennent plus chercher de la CAF, ils viennent plus chercher de la DGFiP, ils viennent plus chercher de l'aide à l'emploi via Pôle emploi, etc. Et en fait, il y a un portail France Service, l'ANCT qui suit de très près tout ça. Et nous, enfin en tout cas les conseillers qui seront à l'intérieur, remplissent à chaque fois que quelqu'un viendra, ça sera rempli. Bien, y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, nous allons prendre part au vote sur ce 6e point. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Monsieur Lassana Dishan s'abstient. Bien, vote à l'unanimité. Merci.
Nous allons passer aux questions orales comme l'indique le règlement intérieur. J'ai reçu 4 questions de la minorité. Je vous laisse me les poser. Monsieur Pinchot. Oui, alors concernant la première, c'était un rappel au règlement du fait que nous n'avions pas reçu le procès-verbal ou le projet de procès-verbal de la dernière séance ainsi que le compte-rendu. Je crois que vous avez donné une explication, c'est que nous ne le savions pas, mais s'il s'agit d'un conseil municipal extraordinaire, et donc nous n'avons pas, comme d'habitude, durant ce conseil, un point à l'ordre du jour d'approbation des documents de la fois précédente. OK. Je voudrais rappeler quand même à cette occasion que ce serait bien, ce serait correct de nous envoyer le plus tôt possible le procès-verbal qui retrace les interventions des élus de la minorité pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de malentendu sur ce qui a voulu être dit. Alors pour faciliter quand même le procès-verbal, je vais vous répondre à ce point, puis ensuite je vous poserai le deuxième point. J'ai fait une réponse écrite que j'ai envoyée à notre directrice générale des services, que je vais lire comme ça sur chaque point, de manière à ne pas lui compliquer la vie. Du coup, sur ce premier point, même si je vous ai répondu un peu en début de séance, concernant le compte-rendu qui retrace succinctement les décisions prises en conseil sans détailler les débats, ce document de pur formalisme n'a pas à être soumis à avis des membres du conseil. Il est rendu public sous 8 jours, donc est accessible sans difficulté pour les conseillers. Néanmoins, la municipalité prend note que les conseillers d'opposition souhaitent avoir une transmission personnelle de ce document dès son retour du contrôle de la légalité. Cette tâche supplémentaire pour le secrétariat est donc enregistrée et sera dorénavant respectée. Concernant le procès-verbal, il semble essentiel de produire un document de qualité afin de retracer l'ensemble des échanges de manière conforme à ce qui se dit en séance, ce qui nécessite du temps. Le présent conseil ayant été organisé dans le cadre réglementaire imposé par la démission d'un adjoint, ce délai n'étant pas suffisant pour présenter au conseil le procès-verbal du 27 septembre, il le sera donc lors du prochain conseil. Voilà. OK. Point numéro 2. Et je rappelle que si vous souhaitez que nous transmettions un document de nos interventions, même si oralement il peut y avoir quelques modifications à la marge pour aider justement le travail des services de la mairie, il suffit de le demander. La plupart du temps, nous préparons nos interventions par écrit. Donc, mais vous pouvez, parce que quand j'étais dans l'opposition, je le faisais toujours à Madame Legrand, j'envoyais toujours mes interventions. Donc vous le pouvez. Okay. Vous envoyer à la directrice générale des services, elle sera contente. Parce que je peux vous dire que c'est pas facile, on regarde souvent, alors c'est là que le film nous sert, parce qu'on regarde souvent des replays, et c'est assez long. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer. OK. Par contre, le procès-verbal qui est affiché est vraiment, il est nommé sommaire, mais pour être sommaire, il est sommaire parce qu'il n'y a plus beaucoup de contenu dedans. C'est pas le procès-verbal, Madame Noël. Non, le compte-rendu. C'est le compte-rendu. C'est le principe d'un compte-rendu, ça relate juste des votes. Sinon, c'est le procès-verbal. C'est juste. Bon, et il n'y a pas de retard dans l'affichage web ni dans l'affichage public papier, parce que je crois qu'on avait été amené, et certaines personnes nous ont dit qu'il y avait parfois un gros décalage entre les séances et l'affichage. Bon. Ça, vous nous l'avez dit lors du dernier conseil. Oui. Nous nous sommes assurés que dorénavant, alors j'espère que vous êtes passé suite au dernier conseil dans les 8 jours, et c'était théoriquement affiché. J'ai vérifié. Voilà, donc vous vérifierez aussi dans les 8 jours, ce sera aussi théoriquement affiché. C'est ce qu'on va faire tous les 8 jours. Après, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains. Oui, enfin, bon. C'est un service minimal de démocratie locale, je dirais, la transmission des... Oui, enfin, je pense que la démocratie et la transparence, de par le fait que depuis le début du mandat et jusqu'à la fin, nous retransmettons l'intégralité des débats sur Internet, on ne peut pas faire plus transparent. Tout le monde n'a pas accès... Internet. Enfin. OK. Est-ce que je peux passer à la deuxième question ? Allez-y. Alors, deuxième question, c'était concernant le fonctionnement des commissions.
Alors, nous constatons que le fonctionnement des commissions du conseil municipal reste d'une manière générale très minimaliste. C'est-à-dire que nous n'avons aucun document de travail qui est diffusé pour instruire les questions. Et souvent, les séances sont très courtes, elles sont un peu expédiées. Et donc, nous aimerions pouvoir travailler davantage avec l'équipe majoritaire en commission. Et on a constaté d'ailleurs qu'il y avait des commissions, et non des moindres, qui ne se sont pratiquement jamais réunies depuis le début du mandat. La commission travaux, par exemple, ce qui est surprenant compte tenu de la liste impressionnante des chantiers qui sont annoncés en projet, en cours, etc. La commission travaux sur les finances, bon, là, il y a peut-être une explication. La commission d'appel d'offres. Alors, je crois que c'est l'Ornold qui participe. Il n'y a plus aucun marché qui est attribué, alors apparemment. Et la commission communication, ce qui est vraiment très surprenant. Donc là, il n'y a plus de silence radio, il n'y a plus de commission communication qui se réunit. Ouais. Donc, nous nous interrogeons sur ce qui est une dérive de fonctionnement du conseil municipal qui peut devenir une simple chambre d'enregistrement. Donc la question, c'est pourquoi plusieurs commissions ne se réunissent pas ou plus. Bien. Du coup, je vais vous répondre. Il est rappelé que la constitution de commission municipale pour une commune de notre strate est une simple faculté laissée à la libre appréciation de la municipalité et non une obligation réglementaire. Ce que d'ailleurs vous avez légalement fait pendant 6 ans, nous réunissons les commissions concernées par chaque point de l'ordre du jour des conseils municipaux. Concernant les marchés publics, il est rappelé que la commission en question, la seule obligatoire parmi celles citées, a été réunie le 10 mai dernier pour avis sur la procédure en matière de marché à procédure adaptée. Cette commission est ensuite obligatoirement saisie pour tout marché dit en procédure formalisée, soit ceux supérieurs à 428 000 € pour les marchés de fourniture et de services et de 5 350 000 € pour les travaux. Ces seuils sont donc bien au-delà des montants de marché d'une commune telle que la nôtre. Il est très peu probable que nous ayons à passer un tel marché durant notre mandat. Et le cas échéant, nous privilégierons certainement un groupement de commandes. À défaut, peut-être que nous réunirons la commission appel d'offres. Mais le groupement de commandes peut aussi permettre, et c'est pourquoi je vous réponds précisément, parce que je sais que vous aimez la précision, oui, par un groupement de commandes, ça nous permet de ne pas réunir la commission appel d'offres, puisque groupement de commandes signifie qu'il y a eu appel d'offres, comme au CIG par exemple. Question numéro 3. Et la commission travaux, vous n'en avez pas parlé? Je l'ai cité juste avant, les commissions. Nous réunissons les commissions municipales, qui ne sont pas des commissions réglementaires, obligatoires. Les commissions, comme vous l'avez fait pendant 6 ans, sont réunies à chaque fois qu'un point est à l'ordre du jour du conseil municipal. Question numéro 3. C'est la question sur l'extension discrète de la zone dite périmètre d'intérêt communautaire, ou PIC, du projet de quartier de Gare et Pont-de-Mézières. Ça pique. Par une délibération du 15 avril 2021, la CUGPSO a étendu le périmètre d'intérêt communautaire de l'aménagement du quartier de Gare sans consultation préalable des habitants de Mézières concernés et sans vote du conseil municipal. Or, lors du conseil municipal le dernier, celui du 27 septembre 2021, en réponse à une question Facebook d'un habitant sur les dernières modifications PLUI, vous avez indiqué que ces modifications resteraient mineures et à la marge. C'est pourquoi nous nous étonnons que l'extension du périmètre d'intérêt communautaire et sursis à statuer du quartier de Gare, validé lors du conseil communautaire du 15 avril 2021, n'ait été présenté ni en commission urbanisme, ni en conseil municipal, et encore moins aux habitants concernés. Pour plus de clarté et de transparence, pouvez-vous rappeler au conseil municipal l'objectif et les conséquences de cette extension?
il conviendrait de faire retour aux élus des modifications apportées au plan initial présenté lors de la concertation organisée par GPSO fin 2020. Cette extension transforme-t-elle en OAP, orientation d'aménagement et de programmation, pour une durée de 10 ans, toute la zone concernée qui englobe pour Mézières la rue de la Vallée, ainsi qu'une partie de la ZAE des Ardilles et de la vallée du Pélican. Nous nous interrogeons également sur la notion de sursis à statuer concernant cette zone. Quelles sont les conséquences pratiques pour les propriétaires de maisons individuelles qui déposeront une demande de permis de construire pour un agrandissement, un abri-bois ou une piscine sur ces parcelles? Vous présentez cette opération comme un rempart à l'appétit des promoteurs, mais pouvez-vous nous confirmer que ce ne sera pas surtout une nouvelle contrainte pour les propriétaires en cas de revente de leurs biens? Bien, merci Madame Dold, et je suis ravi de vous entendre dire qu'il y a eu concertation, et je sais que vous y avez grandement participé. On a eu une longue concertation en ligne pendant la période de confinement, donc il y a bien eu concertation. Maintenant, comme indiqué par vous-même, ce périmètre d'intérêt communautaire relève de la communauté urbaine et non de la compétence du conseil municipal. Ce sont donc les services de GPSO qui gèrent ce dossier et le font valider par ces instances, en l'occurrence le conseil communautaire. L'extension du périmètre d'intérêt communautaire est indépendante de la procédure de modification du PLUI. Ce sont deux dossiers distincts, même si ce PIC sera intégré dans la version modifiée du PLUI. Sur le fond, effectivement, cette extension a été vivement approuvée par le comité de pilotage du quartier de gare, dont je fais partie en remplacement de M. Fastré, l'ancien maire. L'objectif recherché est de ne pas créer un effet d'opportunité pour les habitations situées sur la RD et d'enrayer le phénomène qui a débuté sur Épône, à savoir la vente des pavillons qui sont détruits et remplacés par des immeubles collectifs. La notion de sursis à statuer vise à mettre en suspens une demande de permis de construire visant à transformer le bâti existant en attente de l'avancée du projet de gare. Cela vise à empêcher la destruction d'un pavillon, comme indiqué précédemment, pour y implanter une nouvelle construction plus massive. Cela n'aura pas lieu de s'appliquer si le riverain souhaite ajouter une véranda ou une pièce à son habitation, par exemple. En cas de vente du pavillon, cela aura pour unique conséquence de freiner la spéculation. Une fois le programme de la gare arrêté, les règles de constructibilité dans la zone seront clairement posées et le sursis à statuer n'aura plus lieu de s'appliquer. Quatrième question. Non, moi je veux des éclaircissements sur ça. Sur quoi? C'est clair. Quelqu'un qui vend son pavillon, il pourra le vendre à n'importe qui? Ou il sera obligé de repasser par les organismes d'État qui rachèteront pour que GPSO puisse construire des immeubles le long de la CD113? GPSO ne construira pas des immeubles si le sursis à statuer, je viens de vous le dire, je pense que la réponse est claire. Il peut vendre à n'importe qui. Par contre, si vous voulez acheter un pavillon sur la RD, allez-y, achetez-le. Ça nous permet juste de préempter si la personne veut vendre à un promoteur pour construire 40 logements. Vous préempterez jamais ces pavillons-là? Pas si c'est pour vendre à une famille qui a envie de s'installer avec 3 enfants. Donc ça veut dire que toute cette zone de l'OAP restera comme elle est? Il n'y aura pas d'immeuble sur ces pavillons-là? Je viens de vous sur le dire. Cette surface-là? Je viens de vous le dire, en attente de l'avancée du projet de quartier de gare. Notre priorité, c'est le projet du quartier de gare. On a souhaité augmenter ce pic pour protéger le sud de la RD. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, on fera le quartier de gare. Mais quand on y a eu la présentation par GPSO, on nous a bien dit qu'il y aurait des immeubles qui seraient parsemés le long de la CD113, côté quartier de la rue de la Vallée. C'est ce que vous dites, j'étais à la concertation, je n'ai pas entendu ça, mais... C'est bizarre, quand même. C'est peut-être bizarre, mais... Moi, je l'ai vu, j'ai même recherché les documents, et les immeubles sont bien, aujourd'hui, Madame Nold, saupoudrés le long de la CD113. Aujourd'hui, Madame Nold, notre choix politique, ça a été d'augmenter le pic. Vous voyez ce qui s'est passé au bord de la RD sur Épône. Est-ce que vous voyez la même chose sur Mézières au bout d'un an? Est-ce qu'il y a une demande de permis de construire depuis 1 an sur le projet? Et c'est à long terme. Cette OAP, elle est faite pour 10 ans. Donc, dans les 10 ans,
Moi, ce que je veux avoir, c'est la certitude que dans toute cette période-là, il n'y aura pas d'immeuble à cet endroit-là. C'est juste ça ma réponse. C'est ça que j'ai besoin d'avoir comme certitude. Monsieur Pachot, vous voulez intervenir? Oui, je crois que la transition peut être faite avec la dernière question. Très bien. Parce qu'on est en complète ambiguïté. Eh bien, très bien. Je vous laisse poser la dernière question. Et la dernière question va l'illustrer d'ailleurs, parce que la semaine dernière, le jeudi 14 octobre, la ministre du Logement, Madame Emmanuelle Wargon, prononce un discours important devant des experts, des professionnels, en clôture de l'opération Habiter la France de demain. Ça nous rappelle un titre d'un projet d'un label, Les petites villes de demain. Bon, je ne sais pas si c'est dans le même esprit. J'espère que non. Parce que lors de son discours, donc à la surprise générale, elle critique le modèle du pavillon avec jardin. Elle qualifie la maison individuelle de non-sens économique, écologique et social. Selon elle, les maisons individuelles seraient un rêve construit pour les Français des années 70, et ce modèle d'urbanisation provoque l'utilisation de la voiture pour aller de son domicile au travail. Et c'est ça qui constituerait, selon elle, un non-sens écologique. Elle déclare « Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse ». Alors là, on peut dire qu'elle a tout faux, parce que ce que souhaitent 3 Français sur 4 rêvent justement d'une maison individuelle, avec jardin si possible, et non seulement ils en rêvent, mais ils passent à l'acte puisqu'ils achètent. 58% des Français sont propriétaires, et pour la moitié d'entre eux, il s'agit d'une maison individuelle. Pour plus de la moitié d'entre eux, de ces propriétaires, il s'agit d'une maison individuelle. On constate d'ailleurs qu'il y a 70% des ministres de l'actuel gouvernement qui possèdent une maison individuelle. Et Madame Wargon elle-même, elle habite une maison à Saint-Mandé. Donc elle est contre les maisons individuelles avec jardin, mais elle habite une maison. Donc la question que nous nous posons, puisqu'on voit dans les documents officiels, et on l'a vu dans les documents de GPSO, une expression un petit peu inquiétante qui s'appelle l'intensification urbaine ou l'intensification territoriale. Et je vous invite à surveiller cette expression dans les documents de GPSO concernant les projets en cours. Vous verrez qu'elle y figure. Elle y figure comme une sorte de modèle à atteindre, comme une sorte de meilleure situation vers laquelle il faudrait tendre. Or, on sait très bien, puisqu'on habite Mézières-sur-Seine, que le modèle d'urbanisation chez nous, c'est la maison, de style d'ailleurs souvent rural, entourée si possible de verdure, et le modèle, c'est l'habitat familial. Et cette caractéristique, elle fait partie de notre identité de commune, notre identité de village. Et par conséquent, nous sommes très inquiets suite aux discours et aux intentions affichées par le gouvernement. C'est quand même pas n'importe qui a parlé, c'est la ministre du Logement, Madame Wargon. Alors, comme Monsieur le maire se déclare politiquement proche de la majorité, nous souhaiterions savoir d'abord s'il est d'accord avec les déclarations de la ministre du Logement et surtout, est-ce qu'il va engager notre commune vers cette densification territoriale comme les directives gouvernementales semblent y encourager. Bien, merci monsieur. J'étais en train de terminer Merci monsieur Pinchot. Je vois encore que vous aimez amener des débats de politique nationale, là où je ne cesse de dire que nous sommes élus pour notre commune. Mon quotidien en tant que maire n'est pas de savoir
si telle ou telle décision est de droite ou de gauche, mais bel et bien de faire ses choix dans l'intérêt des habitants et de Mézières-sur-Seine. Maintenant que vous avez lancé le débat, je vais vous répondre car vous avez pris le soin de respecter notre règlement intérieur en m'envoyant votre question. En effet, je soutiens le président de la République. Car quand en 2016, vous avez décidé de supprimer l'abattement de la taxe d'habitation, soit l'augmentation de 15% pour l'ensemble des Méziéroises et des Méziérois, j'ai quant à moi fait le choix de soutenir le seul candidat qui a annoncé la suppression de cette taxe inégale, et ce dès 2017 pour les Français aux revenus les plus modestes. À titre personnel, je soutiens donc Emmanuel Macron comme un très grand nombre d'élus et de partis politiques. Ce qui ne fait pas de moi quelqu'un qui est d'accord avec l'ensemble des propositions de ces mêmes partis, que je ne citerai pas tous ici. Par contre, en effet, Madame la ministre Wargon est une cadre nationale du parti politique Territoire de Progrès, et comme vous, je l'espère, je ne suis pas d'accord avec elle sur le sujet de notre habitat périurbain yvelinois. N'ayez crainte, ou que les habitants qui nous regardent et nous regarderont n'aient crainte. Malgré votre question polémique bien posée, conformément à votre troisième question, mon équipe et moi-même ne cesserons de préserver la qualité du bâti de notre belle commune. Comme nous avons su, par exemple, enlever le permis de démolir de la ferme Mézerolles et diminuer le nombre de logements dans la ZAC des Fontaines. Vous êtes polémique et comique, car le quartier de gare, c'est votre projet. On l'a juste amélioré et vous le découvrirez, puisqu'on en a fait certainement et malheureusement la seule gare Éole en écoquartier labellisé avec liaison douce en favorisant les vélos et les piétons. Donc je vous remercie de votre question et j'espère que vous vous ai répondu. Je voulais en conclusion... Réponse polémique également, mais c'est de bon jeu. Mais il y a beaucoup de choses qui seraient contestables dans ce que vous venez de dire, mais je ne veux pas lancer un débat un petit peu inutile sur qui est responsable de quoi. Merci. Quant à la hausse des impôts locaux, il s'agissait de la suppression d'une exonération et non pas d'une hausse, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ben, c'est la suppression d'un abattement qui a donné... un abattement, absolument. Qui a provoqué une augmentation de 105... Qui n'avait plus de raison historique d'exister et qui n'existe dans aucune autre commune autour de nous. Très bien. Voilà. Je vous ai répondu. Ça mérite d'être précisé. Pour la question précédente, ce que je me demande, c'est pourquoi ça n'a pas été publié dans le MAG, la décision de GPSO avec le plan, parce qu'il n'est même pas sur Internet, le plan. Moi, je l'ai pris en photo sur le tableau d'affichage. C'est vrai que c'était affiché. Ce que je vous ai fait remarquer, que c'était tout en bas, qu'il fallait vraiment se pencher pour le voir. Mais ça devrait être publié dans le MAG. C'est une information que tous les habitants devraient pouvoir avoir. Ne vous inquiétez pas, Madame Nold. Je ne ferai pas comme pour un certain quartier du 8 mai. Je l'ai promis dans la campagne, il n'y aura pas de construction de collectif sans réunion publique. Elle devait être faite en septembre. Nous allons organiser des réunions publiques, notamment pour le quartier de gare, prochainement pour un projet de maison de santé. Pour la ZAC des Fontaines, il y aura une réunion publique. Tout comme prochainement, pour l'OAP des Gravois, il y aura une concertation. Je l'ai promis, je le ferai. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas pour le quartier du 8 mai. Bien. Pour clôturer, je voulais remercier les services techniques de la commune, ainsi que, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais les services techniques de GPSO, puisque cette nuit, nous avons eu de vents très violents. À Mézières-sur-Seine, il y a eu pas mal d'arbres qui sont tombés, parfois de parcelles privées, parfois sur la départementale, des gens à la Grand Rue qui étaient bloqués. Et je remercie et félicite nos services techniques et les services de GPSO qui ont largement travaillé aujourd'hui pour essayer de déblayer tout cela. Nous sommes tout à l'heure avec des élus, puisque Enedis nous disait que Grand Rue, certainement les gens n'allaient pas avoir d'électricité, donc nous sommes assurés que tout le monde avait l'électricité, donc tant mieux. Mais en même temps, pour tous ceux qui nous regardent, j'appelle, si vous avez des voisins qui se retrouveraient sans électricité, n'hésitez pas exceptionnellement à faire un allô travaux, de manière à ce qu'on s'assure qu'ils puissent au moins demain matin prendre une douche chaude. Je signale que chemin des Ligneux, il y a, semble-t-il, des lignes électriques qui traînent un peu par terre. Et donc, voilà, une intervention. Mais comme c'est à la limite d'Épône et de Mézières, je ne sais pas qui doit intervenir. Si c'est GPSO, ça simplifiera tout.
cas, merci. La séance est levée. Bonne soirée à tous.